Eh bien, merci à tous d'être là pour la deuxième conférence des Rendez-vous du Changement cette année. On est très très heureux de vous recevoir pour une nouvelle conférence inédite à TBS. Et donc je vous demande tout de suite d'accueillir Monsieur Louis Dreyfus. C'est bon, t'as fait Mais en grand. En tout grand. Non, attends, là. Non, c'était avant, en fait. Fais retour. Là. Affiché en grand. Non, t'as un truc pour mettre en grand. Putain, bon, c'est pas grave. T'as fait le switch? Fais le switch. Lance la vidéo. Attends. Bonjour à tous, bienvenue. Donc on va commencer par un petit édito, comme d'habitude. Vas-y. C'est le souci du direct aussi, on fait avec. Donc bonsoir et bienvenue à cette conférence. Donc nous tenons d'abord à remercier l'administration sans qui cette conférence n'aurait pu jamais voir le jour. Et enfin nous voulons remercier tous les étudiants présents qui sont très nombreux ce soir et on vous en remercie comme à chaque conférence des RDVC. Monsieur Dreyfus, bonsoir. Laissez-moi vous remercier une nouvelle fois pour votre présence ici. C'est un grand honneur. Et j'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous de vous déplacer à Toulouse Business School, vous, un ancien d'HEC. Mais on ne peut pas vous résumer uniquement à ça. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de Sciences Po Lille, directeur de publication du Monde, Sciences Po, le Nouvel Obs, l'IB, Courrier International. Comment dire? Vous êtes de gauche. Vous êtes quelqu'un d'influent, et pourtant toujours un peu dans l'ombre, car peu médiatisé. Ainsi, permettez-nous de vous mettre sous les feux des projecteurs, un peu comme vous avez pu l'être auparavant, pour un shooting photo avec Berluti et votre fils. En effet, selon l'Obs, ouvrez les guillemets, la pathétique transformation du monde en homme sandwich ne serait qu'anecdotique si elle ne marquait pas une étape symbolique dans l'asservissement accéléré aux exigences de la pub d'une presse en panique. Fin de citation. Sympa les collègues. Bon alors monsieur Dreyfus, nous avons à plusieurs reprises trouvé des informations concernant la famille Louis Dreyfus. Dire qu'à un tiret près, vous auriez pu posséder l'OM. Enfin, c'est peut-être pas si mal. Après avoir parlé de vous, nous allons maintenant faire un petit tour du monde. Il est aujourd'hui le deuxième quotidien en France en termes de tirage mensuel. Avec une stratégie de développement ambitieuse, Le Monde est le quotidien le plus numérique le plus lu et le plus influent. Et votre ouverture africaine marque aujourd'hui le début d'une nouvelle ère. Mais au-delà de cette implantation géographique, votre journal semble avoir réussi son journal numérique. Et on peut vous en féliciter. Après plusieurs années de difficultés financières, le journal retrouve des résultats d'exploitation positifs, notamment grâce à des partenariats publicitaires, comme par exemple celui il y a peu avec l'un de vos principaux concurrents, Le Figaro. Virage numérique réussi, résultats financiers positifs, nouveaux partenariats publicitaires, développement international. On a presque le sentiment que vous avez trouvé la recette du succès, comme une impression de l'émergence d'un nouveau monde. Alors, première question, est-ce que vous avez des remarques à faire sur l'édito qui a été fait par monsieur? Sur l'édito, non. J'ai pas... Effectivement, j'aurais adoré qu'il y ait un trait d'union entre mon prénom et mon nom de famille. C'est quelque chose qui m'a été souvent demandé quand je travaillais à Marseille, parce que je travaillais 2 ans
à l'époque où l'OM appartenait à Robert Louis Dreyfus. Et j'ai pas eu cette chance, donc voilà. Pour le reste, non, j'ai pas tellement de remarques. On va peut-être. Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, globalement, que j'ai la chance de faire quelque chose que je vous souhaite à beaucoup ici, c'est de faire un métier que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. C'est-à-dire que j'ai commencé. Je suis pas tombé dans la presse par accident. Je suis tombé dans la presse par choix. Ça veut dire que le premier stage, mon premier stage, quand je suis arrivé à HEC, je connaissais pas du tout HEC, et il y avait marqué qu'il fallait faire un stage ouvrier pour valider son admission. Donc, moi, stage ouvrier, je pensais que c'était un stage ouvrier. Donc j'ai fait un stage à l'usine, à Pont-à-Mousson, au 3-8. J'ai découvert après que j'étais le seul de la promo à avoir fait un stage ouvrier, mais je sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Et après, le premier stage en fin de première année à HEC, on devait le faire dans un service commercial, et je l'ai fait au Nouvel Obs. Donc à ce moment-là, je voulais déjà travailler dans la presse. Le stage suivant, c'était en fin de deuxième année, on devait partir à l'étranger. Je l'ai fait comme journaliste au service économie d'un quotidien américain qui s'appelle le Providence Journal dans le Rhode Island. Donc voilà, donc c'est quand même, il y avait quand même, j'avais envie de faire ce métier-là. Donc et cette envie ne s'est pas démentie depuis. Donc ce qui, à mon avis, explique une partie de la facilité que je peux avoir dans ce secteur-là. C'est-à-dire que c'est un secteur que je connais intimement pour n'y avoir travaillé que là-dedans. Alors après, est-ce que c'est intelligent d'avoir choisi un secteur qui est en permanence en crise? Je ne sais pas, mais enfin, c'est celui qui correspondait à ma passion. Voilà. Alors, en quoi consiste le rôle de président du directoire du Monde? Que faites-vous concrètement? Il y a un double rôle. Donc, le président du directoire du Monde, c'est en gros le chef d'entreprise. On a organisé la gouvernance de ce groupe avec un tandem. Donc, il y a le chef d'entreprise, donc le président du directoire, et puis à ses côtés, le directeur du journal, qui est le vice-président du directoire, qui s'occupe de tous les contenus. Et à deux, on dirige ce groupe et on essaye de l'accompagner dans ses développements. Donc on dirige à la fois le groupe et le Monde. Donc on a aussi des fonctions très opérationnelles, puisque quand j'ai construit le rachat du groupe pour Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, on a veillé à ce que dans la nouvelle hiérarchie, tout le monde soit assez opérationnel et qu'il n'y ait pas un président qui soit juste là pour présider, et puis des gens qui fassent. Donc on est, que ce soit Jérôme Pinoglio et moi, très opérationnels. Donc moi, je suis en charge de la stratégie économique et de sa mise en œuvre, c'est-à-dire où est-ce qu'il faut investir, où est-ce qu'il faut réduire nos coûts, où est-ce qu'on peut trouver de nouveaux lecteurs, trouver de nouveaux annonceurs. Et lui veille à ce que les contenus qu'on réalise soient à la hauteur de l'exigence qu'on peut avoir, qui est assez haute pour le journal, très indépendant de tous les pouvoirs, et par ailleurs qu'on innove en trouvant des contenus que le monde n'aurait pas fait il y a 10, 20 ou 30 ans et qui correspondent aux aspirations des nouvelles générations. D'accord, on va passer maintenant à quelques questions qui traitent plus du monde des médias en général. Donc, le baromètre annuel de l'Institut Kantar pour la Croix confirme un niveau de défiance inédit des Français vis-à-vis de la presse. Et particulièrement, la presse papier suscite uniquement 44% de confiance chez les sondés. Donc ici, dans le Grand Amphi, nous avons posé la question au public et voici ce qu'ils ont répondu. Donc ce qui va normalement s'afficher ici. Donc on a quand même quasiment 60% de confiance contre 40% de défiance, donc ce qui ne correspond pas au résultat du sondage de l'Institut Kantar. Mais dans ce sondage, on constate aussi un désintérêt croissant de l'actualité. Comment expliquez-vous cela ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord une perte de confiance qui est allée de pair avec la perte de confiance en toute forme d'élite. C'est-à-dire qu'une partie du pays considère que les journaux, les médias sont contrôlés et sont aux ordres, soit d'oligarques, soit de pouvoirs politiques. Donc ça les amène à se détacher de ce type de médias.
Donc ça, c'est le premier problème auquel on est confronté. Et puis il y en a un deuxième qui est la modification des usages, c'est-à-dire que les gens ne vont plus en kiosque, les gens lisent de moins en moins sur le papier. Et comment on arrive, nous, à retrouver des moyens de parler, notamment aux nouvelles générations. Donc si je prends le premier problème, quand on a racheté le groupe Le Monde, qui était un groupe ultra indépendant avec des actionnaires qui étaient pour l'essentiel des journalistes, on a tout de suite veillé à changer la gouvernance pour qu'on puisse avoir quelque chose d'assez robuste face au pouvoir. D'abord, c'est les salariés qui ont choisi les actionnaires. On était 2 consortiums à proposer de racheter le groupe quand le groupe était au bord du dépôt de bilan à l'été 2010. Il y avait un consortium fait de Orange, Prisa, qui est le premier groupe de médias espagnol, et puis Claude Perdriel qui détenait l'Obs. Et puis en face, il y avait Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger. On a passé des auditions devant les salariés, les élus, des comités d'entreprise, les conseils de surveillance, et après on a fait voter les gens. Et il y a 93% des salariés qui ont voté pour nous, considérant que le projet était plus innovant, plus sérieux. Et à ce moment-là, on a créé un comité d'éthique et de déontologie devant lesquels tout salarié, tout rédacteur peut se tourner s'il sent qu'il y a un problème d'éthique, qui est composé en majorité de personnalités indépendantes, et le reste sont des élus de la rédaction. Et le directoire y siège, mais on est très minoritaire, donc on n'a pas moyen d'influer sur les débats. Il y a une charte d'éthique et de déontologie qui a été signée par tous les dirigeants et par les actionnaires. Il y a le fait qu'il y ait un directoire à 2 têtes fait que la direction est quand même très indépendante. Voilà, donc on a essayé de répondre à ce risque que le fait que le journal ait des vrais actionnaires, des actionnaires industriels et majoritaires, ne fasse qu'alimenter une crise de confiance. Je ne sais pas si c'est efficace en termes de perception, mais c'était très efficace en termes de fonctionnement, puisque moi, ça fait 7 ans que je préside ce groupe et on n'a eu aucun souci d'indépendance. Et après, il y a la question des nouveaux usages, qui est une question qui nous concerne tous dans les médias, c'est-à-dire comment on fait pour continuer à faire des contenus à haute valeur ajoutée, sans pour autant rester sur des formats ringards. Donc là, il faut qu'on innove, ce qui n'est pas évident, parce que moi, quand les gens lisent Le Monde, que ce soit sur le papier ou sur le numérique, ou s'abonnent, ils attendent de moi qu'il y ait une expertise assez forte. Une expertise assez forte, ça passe souvent avec une ancienneté professionnelle. C'est-à-dire que supposons qu'on fasse une enquête sur les ennuis judiciaires d'Airbus, les gens qui vont traiter ça pour moi, il ne faut pas qu'ils fassent la moindre erreur quant aux soupçons dont il est fait état, quant aux responsabilités, quant aux risques. Donc on a besoin de gens experts. Plus les gens sont experts, plus ils ont d'expérience, plus c'est compliqué de les mettre sur des nouveaux formats. Donc ça nous amène aussi à avoir au monde une réflexion sur le renouvellement générationnel, soit en termes de format et en termes d'équipe. Alors justement, en termes de format, quelle place pour la presse papier dans le futur, d'après vous ? Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des ventes en kiosque qui sont en baisse régulière, des abonnements papier qui sont stables et le numérique qui monte. Donc nous, on ne pense pas que la presse écrite disparaîtra à l'horizon des 15 ou 20 prochaines années. En revanche, je pensais que les jeunes de moins de 10 ans, quand ils auront 18 ans, vont se précipiter en kiosque, ça ne me paraît pas sérieux. Donc c'est à nous de nous adapter et à proposer d'autres types de lectures. Alors, on a posé la question tout à l'heure, avant que vous rentriez dans la salle. On a demandé, voilà, sous quelle forme suivez-vous l'actualité ? Donc, majoritairement, à 88%, c'est le digital, effectivement, qui remporte. Le papier vient juste après. C'est intéressant de voir ça. Dans le Monde a réussi sa transition digitale. On peut le dire, vous êtes un exemple dans ce milieu. Pouvez-vous nous expliquer cette stratégie que vous avez mise en place ? D'abord, c'est pas nous qui l'avons mis en place. Nous, je pense qu'on l'a perfectionné, mais c'est Jean-Marie Canlobani, donc, qui présidait le groupe pendant 13 ans, qui a eu l'intelligence de créer une filiale, appelée Le Monde Interactif, de manière à la protéger d'une culture qui était excessivement papier pour le reste de la société. Donc, il les a installés dans un autre arrondissement de Paris.
il y avait un actionnaire minoritaire qui était le groupe Lagardère qui a financé ces développements. Et puis en 2009, cette entité est revenue au siège du Monde. Et puis nous, on l'a perfectionné, c'est-à-dire qu'on a fusionné les équipes, qu'on a rajouté des moyens, et avec l'ambition d'avoir à la fois un site gratuit le plus large possible pour attirer de nouveaux lecteurs, et puis de développer une prise d'abonnement pour qu'une fois que le lecteur a pris l'habitude de venir, qu'on puisse lui proposer plus de contenu. C'est un peu ce que vous avez eu à un moment à Canal, c'est-à-dire qu'il y a une fenêtre en clair, et puis le reste encrypté. Alors nous, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de clair, c'est-à-dire qu'il y a 2/3 des contenus qui sont gratuits, et puis 1/3 qui sont payants. L'idée étant qu'au bout d'un moment, on ait une base d'abonnés numériques qui soit le plus forte possible. Quand on est arrivé il y a 7 ans, il y avait 25 000 abonnés numériques. Aujourd'hui, on est à 160 000 abonnés purs numériques et 250 000 entre ceux qui ont le print plus le numérique ou que le numérique. Donc on a fait un saut incroyable et avec pas mal de succès. Et maintenant, ça continue à se développer. C'est dû un peu à nous, beaucoup à mon avis, au mode de consommation. C'est-à-dire que le fait que les gens payent pour Spotify, payent pour Netflix, ça aide à ce que les gens prennent l'habitude. Et puis plus le mobile qui rend la prise d'abonnement facile. Effectivement, je crois qu'on a un graphique qui prouve effectivement que la part du Monde sont des chiffres pas très récents, mais malheureusement on n'a pas eu de chiffres plus récents. Donc le Monde a quand même majoritairement plus de part dans le numérique que d'autres journaux, notamment comme le Figaro, qui est un concurrent sur la presse écrite directe. Donc quand vous sortez des chiffres ici, ils datent d'il y a 2 ans. Alors on n'a pas trouvé d'autres chiffres en fait plus récents ils n'ont pas été publiés. Ah mais c'est vrai. Alors pendant la vague d'attentats qui a eu lieu en France entre 2015 et 2016, les médias se sont efforcés de rendre compte des événements au travers de leurs différents supports, la télé notamment, mais aussi les réseaux sociaux, la radio. Néanmoins, cette couverture a parfois connu des ratés, il faut le reconnaître. La cachette des frères Kouachi, la diffusion d'images parfois choquantes. Alors faut-il privilégier l'instantanéité de l'information au détriment parfois de la qualité ? Nous, en tout cas, on fait très attention à ça, c'est-à-dire à ne pas se lancer dans une course à l'info. Et d'ailleurs, on a un format que vous connaissez peut-être sur le monde.fr. On a un format live qui, quand il y a des actus très brûlantes, on a des journalistes qui en direct répondent aux questions, on commente les questions. Ça a été vrai au moment de Charlie Hebdo et d'Hyper Cacher, ça a été vrai aussi pendant le Bataclan. Eh bien, on devait être un des seuls sites qui, quand on nous posait une question, quand on ne savait pas, quand on n'était pas certain de l'information, on disait on ne sait pas. Donc on était très réactifs, on a beaucoup de journalistes, on a plus de 400 journalistes au monde, mais on a veillé avec eux à leur dire que ne diffusez pas une information qui a été amplement vérifiée. Donc la hiérarchie de la rédaction est très vigilante à ça, et je pense que ça explique le fait qu'aujourd'hui, les gens sont plus prêts à payer pour une information qui vient du Monde que pour une autre information, parce qu'on a un gage de qualité, et ça, c'est quelque chose sur lequel on fait très attention. D'autres médias n'ont pas cette exigence-là, mais c'est pas leur ADN, et c'est pas le même modèle. Nous, l'histoire de ce journal, qui a été fondé par Hubert Baumery il y a 74 ans et 73 ans, et puis détenu très longtemps par des journalistes, c'était quand même, il y avait une question, il y avait au centre de l'ADN une exigence journalistique très, très forte. Donc on essaye de la maintenir en dépit d'une accélération des cycles d'information. Donc pour continuer à parler des images choquantes et des attentats, on a vu qu'avec BFM TV et Europe 1, donc Le Monde a décidé de ne plus divulguer les photos de terroristes, contrairement à France Télévisions. Pourquoi avoir fait ce choix et pourquoi, à votre avis, France Télévisions continue à divulguer ces images ? Nous, on a considéré que c'était leur donner une publicité exagérée et qu'il n'était pas exclu que certains considèrent que parmi les bénéfices qu'ils pouvaient trouver dans les actes terroristes qu'ils commettaient, il y avait le fait d'apparaître et d'être starisé. Et que ça permet, il en découlait chez Jeune Génération une forme de mise en scène qu'on n'avait pas de raison d'encourager. C'est un peu plus simple
pour Le Monde, d'abord, qui a cette exigence-là, et par ailleurs, qui est un métier de l'écrit, mais pas beaucoup de l'image. Après, on ne cherche pas du tout à imposer cette ligne, et France Télévisions fait différemment, et d'autres médias anglo-saxons font différemment. Donc il n'y a pas des bons ou des mauvais médias. Nous, c'est le cas, en l'occurrence, c'est Jérôme Feneglio, le directeur du journal, qui a considéré qu'à un moment, je crois que c'était au moment de l'attentat de Nice, qu'il y avait un tel risque terroriste, notamment de gens qui pouvaient être parfois déséquilibrés, qui cherchaient à apparaître dans l'actualité, qu'on n'avait pas de raison d'encourager ce type de comportement. On va passer un peu à autre chose, un peu sur l'indépendance des médias. Aujourd'hui, il y a 72,5% des actions du Monde qui sont détenues par une seule société. Le Monde Libre elle-même est détenu par 2 personnes, Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Et comment on arrive à prouver son indépendance dans ce contexte où il y a uniquement 2 actionnaires qui sont à la tête de la société ? On arrive à prouver... je pense que c'est dans la durée que vous arrivez... On peut se dire indépendant, mais ça, chaque média le fait. Donc c'est plutôt de prouver que chaque fois qu'on sort une information, à aucun moment, un des actionnaires cherche à intervenir sur l'information qu'on va publier. Le dernier exemple qu'on a, qui est un bon exemple, c'est Le Monde a publié il y a 3 semaines les Paradise Papers, qui était une enquête sur des dispositifs d'optimisation fiscale. Parmi les gens qui apparaissaient dans ces fichiers, il y avait un de nos actionnaires. Le Monde a traité de cette information, qu'elle a traité d'autres personnes qui étaient citées. Et à aucun moment, on a envisagé de ne pas la traiter. Et l'actionnaire concerné a été interrogé comme d'autres qui étaient cités. Et d'ailleurs, lui-même, à aucun moment, nous a demandé de ne pas divulguer cette information. Donc je pense qu'il y a une logique. C'est qu'il sait que ce serait... D'abord, ces actionnaires-là, s'ils ont investi dans Le Monde, c'est aussi pour défendre son indépendance. Et ils y croient profondément. Et que par ailleurs, ce serait destructeur de valeur que de vouloir intervenir. Puis si on considère que parmi les éléments qui font la valeur de cet actif, dans lequel ils ont investi, il y a son indépendance, ils n'ont pas intérêt à abîmer son indépendance. Mais en plus, au départ, que ce soit Pierre Berger, Mathieu Pigasse ou Xavier Niel, ils ont investi pour permettre à ce journal d'être indépendant. C'est-à-dire et pour eux, et là on revient sur mon métier, le meilleur moyen d'être indépendant, c'est d'être indépendant financièrement. C'est-à-dire de pouvoir se permettre d'avoir un conflit avec un annonceur qui retire ses publicités sans pour autant mettre en péril le modèle économique du journal. C'est vrai avec des annonceurs, c'est vrai avec des actionnaires. Donc après, je pense que c'est quotidiennement qu'on tâche de montrer qu'il n'y a pas d'intervention possible de quelque pouvoir que ce soit. Donc, depuis plusieurs années, les fake news se répandent énormément sur les réseaux sociaux et elles détournent l'attention de nombreuses personnes. Comment est-ce que votre journal, donc Le Monde, lutte-t-il contre ces fake news ? Alors, on a plusieurs façons de faire. On s'est associé avec Facebook sur un dispositif d'alerte contre les fake news. On a monté les Décodeurs, qui est un site de décryptage d'actualité au sein de la rédaction, avec le Décodex, qui est un outil qui permet d'évaluer la fiabilité d'un site. Et plus généralement, c'est en cherchant à avoir de notre côté une information qui couvre le plus de sujets possible et avec le plus d'expertise possible. Et c'est un des points qui nous distingue d'autres groupes de presse, en France et à l'étranger, c'est qu'on a énormément investi dans les rédactions. La presse n'est pas forcément en bonne santé. Et pour autant, nous, on a fait le choix d'augmenter le nombre de journalistes. Quand moi, j'ai pris la présidence du groupe, on avait au monde 310 journalistes. Aujourd'hui, on en a 423. Donc on a augmenté de 30% des effectifs. On a baissé d'autres métiers qui avaient plus de raison d'être. Mais on considère que si on veut faire une information de qualité, et donc qui est loin des fake news, il faut qu'on ait des gens pour la traiter, des gens pour l'analyser, et qu'on ait du temps pour le faire. Et donc on a besoin de plus de gens. Donc la réponse qu'on a à fake news, c'est en revendiquant au monde une qualité d'information différente.
Alors, on a beaucoup critiqué les médias durant la campagne présidentielle. Vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous pensez du rôle joué par les médias, notamment à propos de l'affaire Fillon ou à propos du manque de discernement vis-à-vis d'Emmanuel Macron? Sur l'affaire Fillon, je pense que les médias ont joué leur rôle, c'est-à-dire que ceux qui ont réussi à trouver les bonnes informations les ont publiées, et que derrière, le candidat a été mis face à ces contradictions. Donc je pense que là, pour le coup, les médias ont clairement joué leur rôle. Sur Emmanuel Macron, certains ont considéré que les médias, pas tous, alimentaient une bulle artificielle, et les résultats du vote ont plutôt montré qu'ils rendaient compte d'un phénomène très fort, puisqu'il y a eu des élections présidentielles et législatives qui ont été très, très largement favorables. Pour ce qui est du Monde, on a été critiqué par les deux camps, ce qui est plutôt bon signe pour nous. C'est-à-dire ceux qui défendaient la candidature d'Emmanuel Macron nous ont considérés comme trop durs à l'égard de sa campagne. Et ceux qui étaient face à lui ont considéré qu'on était un journal qui faisait sa campagne. Donc c'est assez classique dans les campagnes présidentielles. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu un traitement particulièrement biaisé. Après, il y avait une appétence des Français envers tout ce qui concernait Emmanuel Macron, parce qu'il y avait une soif de nouveauté et que c'était un personnage complètement nouveau. Et dans ce cas-là, quand vous faites un journal, quand vous faites un quotidien, mais quand vous faites des magazines, vous avez quand même comme réflexe de mettre en couverture ce qui intéressera le plus vos lecteurs et les amènera à acheter votre support. Donc il y a eu des effets visuels, je pense, certaines semaines qui étaient assez effrayants, que vous aviez beaucoup de couverture Macron, mais ça correspondait à une soif du public. Pour rester dans le monde politique, Henri Guénaud à Sud Radio, Roselyne Bachelot sur LCI, Raquel Garrido sur Les Terriens du Dimanche. Que pensez-vous des hommes et des femmes politiques qui se reconvertissent dans les médias? Pensez-vous qu'il est possible de conserver dans ces instants-là une certaine objectivité? Alors, ils se reconvertissent, mais c'est souvent en chroniqueur, hein, donc c'est pas exactement en journaliste. Nous, on évite le mélange des genres au Monde, et mais c'est d'autres types de médias. C'est des chroniqueurs audiovisuels, donc c'est pas exactement la même chose. C'est des cas très très exceptionnels. Nous, on est plutôt à essayer de défendre le fait que le journalisme soit un métier fait par des professionnels qui sont formés et qui sont encadrés et qui ont une expérience. Donc on est assez loin de ça. Pardon. On va juste revenir une dernière fois donc, sur les attentats. Et donc, on voulait vous demander si vous ne pensiez pas que les médias viennent créer une certaine curiosité morbide chez les lecteurs, notamment à travers justement cette surréactivité aux événements et une publication récurrente d'images choquantes. Donc on revient sur ce domaine, mais dans un cadre plus général. Moi, je pense que sur les attentats, il y a eu quelques erreurs qui ont été commises et qui ont été d'ailleurs reconnues par les médias concernés. Je me souviens qu'il y a eu sur des chaînes de télé le soir de Nice des images qui n'auraient pas dû passer. Mais globalement, il y a quand même une vigilance très importante à porter à tous les médias à ne pas relayer soit des informations qui pourraient mettre en péril la sécurité de victimes, soit des images trop choquantes. On a fait tous un gros travail. En revanche, pour regarder le making-of, nous, on a des équipes qui ont été confrontées pendant toute cette période à beaucoup d'images choquantes, puisque les agences de presse nous envoyaient tout ce qu'elles avaient. Donc on n'a rien publié, mais on a eu des équipes qui, à la fin de la séquence Charlie Hypercacher, Bataclan, puis Nice, étaient très fragilisés par tout ce qu'ils avaient pu voir, et on a été amené à faire appel, à mettre en place des cellules vers lesquelles ils pouvaient se tourner quand ils avaient besoin de soutien. Donc c'est vrai que c'est par moment, il y a un réflexe pour certaines chaînes d'information en continu, ou dans des cas de direct, de relayer l'information que vous avez.
Nous, on veille plutôt à filtrer. On va vous poser des questions un peu plus personnelles. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de votre stage à l'Obs lorsque vous étiez à HEC. Alors pourquoi, vous, personnellement, vous avez décidé de rejoindre le monde des médias? Vous avez tous souhaité de faire le métier que l'on désirait. Qu'est-ce qui vous a motivé de rentrer dans cette branche? Moi, j'ai toujours adoré j'ai toujours été un gros lecteur de presse, et que la possibilité que j'avais entrevue à la sortie de HEC de concilier le fait de travailler dans un milieu que j'aimais beaucoup et de développer des capacités de manager, moi, ça m'a plu. Je me suis posé la question du journalisme au début, puisque après HEC et la London School of Economics, je suis parti à New York, où je m'occupais du contrôle de gestion de la filiale d'un groupe magazine. Et par ailleurs, j'étais journaliste pour Première. Donc j'étais leur correspondant à New York. Et au bout d'un moment, j'ai choisi, en me disant que j'étais probablement plus fait pour le management que pour l'écriture, mais que le fait de faire du management dans ce milieu-là, quand vous avez une très bonne compréhension des métiers journalistiques, ça vous permet de faire plein de choses. C'est-à-dire que ça me permet, moi, quand on crée un journal, d'être pleinement impliqué sur qu'est-ce qui peut intéresser, qu'est-ce qu'il n'y a pas ailleurs. Ça a été le cas, par exemple, quand on a créé le M, avec celui qui était directeur du Monde à l'époque, Eric Israelevich, et qu'on a recruté une journaliste qui était journaliste de l'Obs, qui s'appelle Marie-Pierre Lannelongue, qui est encore la directrice du M. On avait à peu près en tête quel type de journaliste pouvait faire ça pour nous, puisque le Monde avait essayé plein de fois de faire des suppléments magazines, et ça avait chaque fois échoué. Donc on voulait une journaliste qui ait travaillé dans la mode, mais aussi dans un hebdo d'actualité. On savait exactement ce qui pouvait convenir au Monde, et on a travaillé avec elle là-dessus. Donc le fait d'aimer beaucoup passionnément le journalisme, et en même temps d'avoir une expérience très diverse, c'est-à-dire j'ai travaillé à New York, à Marseille, à Paris, dans des choses aussi différentes que les magazines américains ou Libé, fait que moi j'ai une vraie intimité avec une partie des journalistes, donc, parce que j'ai grandi avec eux depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle, donc ça permet quand même de faire beaucoup de choses ensemble. Et alors, quels sont vos projets d'avenir, à la fois pour le Monde, mais aussi personnellement? Alors, pour le Monde, on a plusieurs sujets. Donc, le Monde, depuis 3 ans, est bénéficiaire, donc ce qui est plus simple pour nous. Maintenant, on a 3 sujets. On a un sujet de développement international, c'est-à-dire qu'on se dit, si on veut continuer à financer autant de journalistes, il faut qu'on ait une audience plus importante. Alors on peut grandir un peu en France, mais c'est beaucoup au sein de la francophonie. D'où les développements que vous mentionniez en Afrique. Donc on se développe en Afrique, on a un site qui s'appelle Le Monde Afrique, on fait des événements à Dakar et à Abidjan pour essayer de devenir le grand média de la francophonie. On fera l'an prochain quelque chose à Montréal. Donc ça c'est un projet qui est un projet de développement à l'international. Il y a un autre sujet qui nous est posé, c'est on voit bien que toutes les nouvelles générations s'informent d'abord massivement par l'image, donc la vidéo sur le numérique. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément notre fort, puisque même pour ce qui est, ne serait-ce que la photo, je crois que le Monde a accepté qu'il y ait des photos publiées dans le journal seulement depuis 1995. Donc finalement, c'est assez récent. Alors l'image animée, on est encore plus loin. Donc là, on a une réflexion sur c'est quoi une écriture audiovisuelle pour un journal comme Le Monde. Ce qu'on fait de plus intéressant, à mon avis, c'est via l'édition du Monde sur Snapchat Discover. On a une édition mensuelle quotidienne qui marche très bien. Et puis on a un dernier sujet, qui est un sujet important, c'est qu'on fait construire notre nouveau siège social à côté de la gare d'Austerlitz, où on va rassembler toutes les équipes du groupe. Et ça, c'est passionnant pour les gens de se dire à quoi ça ressemblera un bâtiment d'un groupe de médias qui a vocation à accompagner le journal plusieurs décennies. Donc on a pris d'abord, c'est un signe de bonne santé, parce que quand Le Monde a eu ses premières difficultés financières, je crois en 84, il a été obligé de vendre son siège historique, qui était le siège de la rue des Italiens. Donc le fait qu'on soit capable de racheter des terrains et de construire un bâtiment, c'est plutôt un signe de bonne santé. On a fait un concours d'architectes. On a choisi un architecte international qui est un cabinet
norvégien qui s'appelle Snohetta, qui a notamment fait l'opéra d'Oslo. Et maintenant, on essaie de comprendre et de dessiner avec les rédactions qu'est-ce que c'est que construire un siège qui sera tourné vers le numérique, mais tourné aussi vers le journalisme, avec des entrées pour le public. Voilà. Donc ça, en gros, c'est les 3 projets qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, c'est toi, public, qui va poser tes questions. Allez-y. Alors, on a une question ici. Vous parliez tout à l'heure de l'indépendance des médias. Est-ce que vous ressentez, vous, au niveau de vos concurrents, un certain manque d'indépendance, justement ? Oui, il y a des cas qui peuvent être compliqués. Ça peut être... ça peut être une difficulté à se détacher de votre ligne politique pour des journaux qui sont trop marqués. Je prends un exemple. Il y a un quotidien qui a eu du mal à développer ses ventes en kiosque pendant la campagne présidentielle, c'est le Figaro. Parce que tout le début de la campagne présidentielle a été construit autour de l'affaire Fillon. Le Figaro a fait le choix de plutôt sous-traiter l'affaire Fillon, de ne pas la mettre systématiquement en une. Donc ça, ils ont considéré que ça allait à l'encontre des intérêts des valeurs qu'ils défendaient. Et il y a eu des conséquences directes sur leur vente pendant le début de la campagne. De même, je pense qu'on est le seul journal en France à quand un actionnaire est mis en cause dans une enquête, à en faire état et à publier des articles dessus. Je pense que c'est pas forcément le cas si ça devait arriver aux propriétaires du Figaro ou des Échos. Ou là, alors est-ce que c'est très souvent de l'autocensure plus que de la censure, c'est-à-dire que vous n'avez pas un appel de l'actionnaire qui vous dit j'ai vu que vous allez sortir ça, évidemment vous le faites pas. Mais il est possible que dans d'autres groupes il y ait un phénomène d'autocensure. Nous on essaye justement en dissociant les fonctions de management des fonctions de rédaction, à ce que les journalistes se sentent libres. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous savez si votre mode de gouvernance est le modèle majoritaire dans la presse et dans les groupes médias ? Le fait d'avoir un comité éthique, charte éthique, comité éthique, etc. Non, je crois qu'on est les seuls. Ça faisait partie des recommandations qu'avait fait une précédente ministre de la Culture, je crois que c'était Fleur Pellerin ou Audrey Azoulay, mais effectivement on est plutôt en pointe là-dessus. Mais on est en pointe là-dessus parce que c'est l'histoire de ce groupe et qu'on a très vite compris que, pour revenir sur la question de début, il y avait un tel sentiment de défiance que si on n'apportait pas des réponses structurées, on n'y arriverait pas. Donc je pense que ça va être une tendance qui va être forte, c'est-à-dire que les groupes de médias ont tous intérêt à s'équiper de ce type de dispositif. Et pour l'instant, on est plutôt en avance. Ouais. On a une question de ce côté. Bonsoir. J'aurais aimé savoir si vous vous sentez personnellement concerné par les restrictions des libertés d'expression dans certains pays, notamment du Moyen-Orient. Et est-ce que le journal Le Monde a un rôle à jouer pour aider justement à développer la liberté d'expression dans ces pays-là ? Oui, on a d'abord, on est très souvent, quand on publie des informations sur ces pays-là, il nous arrive d'être interdit de distribution. Mais plus généralement, effectivement, on essaye de contribuer en donnant la parole à toutes les formes d'opposition. Ouais. Après, on n'est pas Reporters sans frontières, donc on essaye, chacun a des rôles différents, mais on les accompagne. Reporters sans frontières, aujourd'hui, le président de Reporters sans frontières, c'est Pierre Aski, qui était jusqu'à très récemment, qui était le fondateur de Rue 89, qui était dans notre groupe. Son prédécesseur, c'était le directeur de la rédaction de Courrier International, Éric Scholl, qui est aussi dans le groupe. Donc on accompagne les choses. Mais nous, on considère quand même que notre métier, c'est d'abord faire du journalisme. Mais effectivement, Le Monde s'est construit, ce journal, sur une vocation un peu universelle de journal de référence. Donc on est très vigilant là-dessus. Après, est-ce qu'on est acteur
De la liberté de l'information à l'étranger, j'en suis pas sûr. Ce qu'on peut le faire, en revanche, c'est maintenant avec le numérique, avoir les articles les plus fouillés sur des thèmes qui sont le moins traités dans ces pays-là. Ouais. C'est plutôt indirectement qu'on le fait. On a une question ici. Du coup, on parlait beaucoup d'indépendance par rapport aux actionnaires, mais un peu moins de celle par rapport aux politiques. Qu'est-ce que vous pensez à l'heure actuelle de la création du média Le Média, fait par les proches de Mélenchon? Est-ce que ça pose pas des questions en termes de séparation des pouvoirs? Ouais, non, c'est pas le premier média qui a été construit à partir d'un engagement politique. Hein. Prenez Libération. Au départ, et moi c'est une partie de mon histoire professionnelle, hein, une bonne partie de mes amis sont des anciens de Libération, ils sont construits parce qu'il y avait un engagement commun. Après, c'est très compliqué à faire vivre quand vous avez des sujets qui peuvent mettre en cause ou fragiliser ceux qui portent la cause que vous défendez. Donc on va voir ce que ça donne. Moi je suis très dubitatif, mais on va voir. Hein. Ouais, mais eux ne se présentent pas comme ça. Hein. Même si celle qui présente le média est très nettement engagée, eux ils disent que c'est plutôt un engagement qu'une adhésion au parti. Donc on va voir, on va voir dans la durée. Moi, c'est pour ça que je pense que c'est très compliqué à faire vivre dans la durée. Mais on va voir. Et puis par ailleurs, moi je comprends pas le modèle économique. Et s'il y a une rédaction, il y a des salariés. Je sais pas comment vous les rémunérer. J'ai pas compris qui allait s'abonner. Je pense pas qu'ils aient vocation à avoir de la publicité. Donc c'est des modèles particulièrement fragiles. Mais je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit une voie d'avenir. Maintenant, je n'ai aucune raison de les condamner a priori. Voilà. Pour continuer sur Mélenchon, on a une question ici. Bonsoir. Alors moi, j'aimerais compléter un petit peu la question qui vient d'être posée. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la proposition de Jean-Luc Mélenchon qui, comme il existe déjà un ordre des médecins, un ordre des avocats, voudrait créer un ordre des journalistes, voilà, pour distinguer un petit peu les bons journalistes des mauvais journalistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça existe ailleurs. Hein. Ça existe dans des pays, je crois que ça doit exister en Suède et dans certaines autres grandes démocraties. Donc c'est pas forcément... et je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionnerait et je pense pas que ce soit un sujet majeur. Je pense que c'est plus majeur de peut-être systématiser une gouvernance qui permet de protéger les journalistes au sein des rédactions d'intervention d'actionnaires ou d'annonceurs. Mais c'est-à-dire que l'ordre des médecins, il est important parce qu'il a vocation à ce que un mauvais médecin ne puisse pas nuire à la santé d'un de ses patients. Là, on est sur quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que si le mauvais journaliste est un journaliste qui n'a pas le niveau, la logique est que sa hiérarchie le sanctionne. Donc je ne vois pas en quoi un ordre ajouterait une dimension à cela. La question, elle est plutôt de comment on peut garantir leur indépendance. Donc pour nous, il y a deux facteurs. Il y a un, qu'il y ait des contre-pouvoirs très nets. Moi, je pense qu'on a mis en place mais le dispositif qu'on a fait, que ce soit la charte éthique ou le comité éthique, on l'a écrit avec la Société des rédacteurs du monde. C'est-à-dire qu'on s'est enfermé, on s'est dit, voilà, si on veut pouvoir recapitaliser le journal sans pour autant abîmer son statut ou son indépendance, il faut qu'on le dote de nouveaux outils. Donc on l'a fait. Et par ailleurs, il y a un deuxième sujet qui est son indépendance financière. C'est maintenant qu'on est rentable, c'est plus simple de ne pas être fragilisé par des pressions de tel ou tel pouvoir économique. Donc on va changer de thème avec cette question. Bonsoir. Vous avez parlé d'Afrique tout à l'heure et il me semble qu'il y a un litige qui vous oppose face à un média marocain naissant il y a à peu près 1 ou 2 années et qui a pour nom le Maroc diplomatique. Est-ce que vos liens et vos relations sont rétablis ou pas ? Et une autre question, pourquoi tenez-vous coûte que coûte à garder l'exclusivité de cet adjectif générique ?
Alors, je crois que ça ne nous oppose pas, mais ça oppose le Monde diplomatique, qui est une société, donc qui est un mensuel, qui marche très bien d'ailleurs, et qui a des éditions internationales, notamment au Maroc. Et donc, il a dû considérer qu'il y avait une forme d'abus à utiliser ce nom-là, et que les fondateurs de ce titre devaient jouer sur la confusion possible entre le Monde diplomatique et le Maroc diplomatique. Voilà. Mais c'est assez... Alors ça, pour le coup, c'est des sujets que vous devez... ou que vous croiserez pendant votre scolarité, c'est les problèmes de marque. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup pour dire qu'on a une identité propre. Donc les gens qui essayent de faire croire qu'ils ont la même identité ou le même nom, on a plutôt intérêt à protéger notre marque. Je ne peux pas vous dire. Je me renseignerai. On a une autre question ici. Bonjour. Je voulais vous demander votre avis en fait par rapport à l'habitude qu'ont pris un peu les membres du gouvernement de porter plainte contre X dès qu'il y a des divulgations d'informations sur les réformes à venir dans la presse. Je trouve ça hallucinant. Ouais. Je ne comprends pas le raisonnement qui... Parce que il y a probablement chez eux la volonté de s'assurer que personne au sein de leur administration ne divulgue une information qui n'a pas été autorisée, mais le faire en utilisant des moyens de justice et en attaquant une presse qui ne fait que son métier, moi ça me semble hallucinant, encore plus quand ça vient du ministère de la Culture. Donc une question ici. Autre que l'agence France Presse, quels sont vos partenaires de traitement médiatique qui traitent les actualités internationales ? On a les agences de presse, donc l'AFP et Reuters. On peut avoir des agences photos, mais sinon on est très vigilant à être plutôt à ne diffuser qu'une information dont on est producteur. C'est-à-dire que, par exemple, on est le journal français, même le média français, qui a le plus de bureaux à l'étranger. Parce qu'on considère que pour raconter une actualité à l'étranger, ceux qui le font le mieux, c'est ceux qui y vivent. Donc on envoie des journalistes qui sont en poste pendant 3, 4, 5, 6 ans là-bas, qui parlent souvent la langue. Et donc quand il y a une actualité, ils peuvent mettre les choses en perspective, trouver les bons contacts. Et on n'est pas dépendant d'intermédiaires qui peuvent avoir un regard qui n'est pas le nôtre. Donc ça, on est plutôt vigilant à ça. On ouvre encore des postes à l'étranger. Et les postes à l'étranger nous servent massivement à chroniquer la vie internationale. Et puis il y a un autre exemple qui est intéressant en termes d'évolution des métiers. On a créé un bureau à Los Angeles où il y a 7 journalistes, et tous les soirs à partir de 23h, c'est ce bureau-là qui anime le site internet. C'est-à-dire que pour qu'on ait un site internet qui soit alimenté 24/24, on a des journalistes qui, à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, ce qui nous permet, par exemple, quand la dépêche sur la mort de Johnny Hallyday tombe, on est le premier site à envoyer cette info-là et à traiter ça parce qu'on a un bureau à Los Angeles, donc avec un décalage horaire très favorable, qui peut travailler pendant toute la nuit. Et ce qui nous permet d'avoir un double bénéfice. D'abord, on boucle le journal papier à 10h30 tous les matins, donc on a besoin d'avoir un maximum d'informations prêtes vers 6h, 6h30 pour les relire. Donc ces gens-là peuvent, s'il y a une urgence, ils peuvent préparer le site. Et puis, on a une application que je vous recommande. Là, je l'ai montré tout à l'heure à vos condisciples qui, visiblement, ne la connaissaient pas, qui s'appelle La Matinale du Monde, qui est une application mobile, où tous les matins à 7h, vous avez un journal qui est fait sur le mode d'un site internet que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Tinder. Vous pouvez choisir de garder l'info ou de l'évacuer. Et donc, vous avez 21 articles qu'on vous propose, vous les sélectionnez, et après, vous pouvez le lire hors connexion. Et c'est un gros succès, donc tous les matins à 7h. Et ça, c'est fait en partie par notre équipe de Los Angeles. Merci. Une autre question plus par rapport à votre parcours personnel maintenant. Bonjour, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à travailler pour Libération et surtout qu'est-ce qui vous a poussé ensuite à quitter ce journal ? Alors, en fait, avant de travailler à Libération, je travaillais à Marseille.
je connaissais pas Marseille, j'avais travaillé longtemps aux États-Unis, et en fait aux États-Unis j'ai eu un accident de la circulation, j'ai été écrasé par un bus, donc je me suis dit que c'était le moment, j'avais travaillé 6 ans, que c'était le moment de bouger, et j'ai une partie qui a été reconstituée, vous voyez, ça se voit pas, bon, enfin c'était quand même un peu douloureux, donc je me suis dit que j'allais bouger. Je voulais pas revenir à Paris, j'avais 27 ans, 28 ans, donc j'étais patron du contrôle de gestion des activités magazine de Lagardère aux États-Unis et correspondant pour New York, donc c'était une vie assez agréable, de première à New York. Et donc je voulais pas rentrer à Paris en me disant 28 ans, dans un grand groupe de médias, j'aurais le petit bureau au fond du couloir, à côté de la photocopieuse, j'ai pas envie de faire ça, moi j'ai envie de travailler dans un média. Et donc j'avais prévenu le groupe que j'allais partir, et ils m'ont dit qu'il y avait une possibilité, et que j'accepterais quelque chose, mais pas à Paris. Et ils m'ont dit qu'ils allaient changer le management de la Provence, qui est le journal qui était né du Provençal et du Méridional. Et donc je suis parti là-bas, sans connaître Marseille, et j'ai adoré ça. Si ce n'est que c'est un peu calme comme ville, quand vous avez vécu longtemps à New York. Et donc, au bout de 2 ans, un chasseur de tête est venu me chercher. Il y avait un fonds d'investissement qui venait de recapitaliser Libé, qui s'appelait 3i, et qui cherchait un gestionnaire pour rentrer dans l'équipe dirigeante, et qui avait une expérience de presse, et qui pouvait rejoindre Libération. Donc j'y suis venu. J'étais directeur de développement puis directeur général. On a recapitalisé Libération, on a fait des développements. Édouard de Rothschild a racheté le journal, et quand il a pris la décision de virer Serge July, je suis parti avec Serge, considérant que j'avais pas de raison de rester alors que Serge partait. Et quelques journalistes nous ont suivis également. Voilà. Donc je suis parti Libé pour ça. Donc une autre question ici. Oui, bonsoir. À propos du décodex, il y a beaucoup de critiques qui sont formulées, et notamment que Le Monde se permet de classer d'autres sites d'information en fonction de leur légitimité, donc une légitimité analysée par Le Monde. Quelle est votre réponse apportée à ces critiques? Non, mais je comprends les critiques, mais en même temps, c'est un outil qui n'existait pas. Donc on essaye de ne pas dire bon ou mauvais. On essaye que ce ne soit pas en fonction des opinions politiques de tel ou tel site, mais que c'est leur niveau de fiabilité. Mais on comprend que certains ont trouvé que c'était une preuve supplémentaire de l'arrogance du journal. Sincèrement, je pense que l'équipe qui l'a conçu n'avait pas du tout ça en tête. En même temps, ça correspond un peu à l'histoire de journal qui se veut le journal de référence. Donc on essaye de le faire sans morgue, mais que c'est un site qui a une vraie fonction. Donc, mais on essaye de ne pas être l'arbitre des élégances en presse. En revanche, s'il y a une telle, pour revenir sur les fake news, il y a une telle difficulté à comprendre qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas, que c'était probablement utile que Le Monde investisse là-dessus. D'accord, donc une autre question juste ici. Bonsoir. Le fait de vouloir continuellement répondre, davantage répondre à la demande du client, est-ce que c'est pas une menace pour l'information en soi? Est-ce qu'il n'y a pas des informations qui pourraient être plus importantes et qui passent du coup au second plan? Je pense à la guerre en Syrie, ce genre d'informations qui du coup sont complètement banalisées et passent au second plan par rapport à des infos qui, le chien d'Emmanuel Macron, ce genre d'informations, concrètement, quoi. Alors, ouais, mais ça c'est une partie de ce qu'on fait. De la fonction de la rédaction en chef, donc pas moi, plutôt soit Jérôme Fenoglio, le directeur journal, soit Luc Brunner, c'est de hiérarchiser l'information, c'est de dire qu'est-ce qui est important aujourd'hui. Et au risque de vous surprendre, je crois que le dénommé Nemo n'a jamais fait la couverture du Monde. En revanche, le lendemain de la mort de Johnny Hallyday, la une du journal, c'était sur la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État israélien. Donc on est capable, non, ça c'est quelque chose auquel on est très attaché, c'est qu'on considère que parmi les fonctions qu'on a, celle de hiérarchiser de l'information, de dire aujourd'hui ça c'est important, le fait que par exemple les 8 premières pages du journal soient consacrées à l'actualité internationale, ouais, ça c'est une façon de vous répondre, de dire non, on essaye plutôt d'essayer de montrer ce qui est le plus important. Ouais. C'est une question par rapport au groupement des différents médias et
entreprises françaises qui ont créé Gravity pour partager leurs données entre eux contre GAFA. Pourquoi Le Monde a décidé de ne pas faire partie de ce groupe-là et de faire un groupement seulement avec Le Figaro? C'est deux sujets différents. D'abord, nous, on ne veut pas partager nos données. C'est-à-dire qu'on considère que parmi les choses auxquelles sont attachés nos internautes, nos abonnés et nos rédacteurs, il y a le fait que les données qu'on peut avoir sur leurs usages, on ne les partage pas. Or, le projet Gravity, il était, vous balancez vos données utilisateurs dans une grande marmite et on va vendre ce produit. Donc nous, on considère qu'à partir du moment où notre modèle s'est développé l'abonnement payant, ça nous oblige à un certain nombre de contraintes et à ne pas justement marketer nos datas. L'alliance avec Le Figaro, elle correspond à autre chose. On s'est aperçu qu'il y avait des sous-régies, donc c'est des intermédiaires qui vendaient notre espace publicitaire et qui le vendaient avec d'autres sites de moins bonne qualité et qu'en fait, ils partageaient l'audience en ne donnant qu'une partie des revenus, en prenant une grosse part de commission. Donc on a dit, si on doit avoir une question de taille critique, on s'associe avec l'autre grand média d'information en termes de taille, donc Le Figaro, et on dit aux annonceurs, si vous voulez toucher une grande partie du public français, je crois qu'on touche 3/4 des Français à nous deux, venez chez nous, achetez de la pub en direct, on vous garantit que vous ne serez que chez nous, et on garde l'essentiel des recettes. Merci. Une question ici. Bonjour Monsieur Dreyfus, je voulais vous demander une question toute simple. Est-ce que vous êtes toujours Charlie et naturellement, qu'est-ce que vous pensez de Charlie Hebdo aujourd'hui? Oui, bien sûr, je suis Charlie. J'ai même dans mon bureau une couve qui a été dédicacée par l'équipe de Charlie parce que après l'attentat, en fait, on a mobilisé des forces pour leur trouver des locaux, des ordinateurs, et on leur a permis de ressortir leur premier journal, en considérant que puisque on était Le Monde, on pouvait les aider à faire ça. Voilà, je pense qu'ils ont une voix qui est à part et on fera tout pour les aider à continuer à porter cette voix. Et on les critiquera s'il faut les critiquer, mais que l'existence de Charlie ne puisse pas être contestée, ça nous semble important. Bon, moi j'ai une question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la une des Inrocks sur Bertrand Cantat, qui est le chanteur de Noir Désir? Je pense que j'ai dirigé les Inrocks avant de diriger le groupe Le Monde. Je pense deux choses. Je pense que évidemment c'est une erreur. C'est-à-dire que la rédaction, il se trouve que les rédactions des Inrocks a une relation historique et réelle avec Bertrand Cantat et Noir Désir. Pour autant, je pense que la direction de la rédaction des Inrocks, je sais que la rédaction était partagée sur cette couve, a sous-estimé ce que voulait dire de mettre Bertrand Cantat en couve, puisque vous pouvez faire une interview de Bertrand Cantat, ça ne me pose pas tellement de problème, mais le mettre en couve, c'est faire un choix en disant que vous choisissez de le mettre en scène et de dire que ça fait partie de vos références. Je pense que c'était inutile et que ça me semble assez incohérent, alors que ça intervient quelques jours après que l'affaire Weinstein vient de sortir. C'est qu'après, voilà. Mais d'ailleurs, je pense qu'ils s'en sont rendus compte après coup. Mais j'ai du mal à comprendre comment un journal qui est assez jeune, avec une rédaction en chef assez jeune, puisse faire ce choix-là. Donc je pense que c'est une erreur. Juste petit point de précision pour le public, peut-être que si certains ne savaient pas, Bertrand Cantat, donc chanteur de Noir Désir, qui a assassiné sa femme. Alors il l'a pas assassiné parce que assassiner, ça veut dire que je crois que ça veut dire qu'il y a une intention de tuer, mais en revanche, il a été condamné pour le meurtre ou la mort de sa femme. Il l'a battu à mort, oui. Quoi? Il l'a battu à mort. Non, mais il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pour ça que je dis que c'est une erreur. Il l'a battu à mort. Assassiner, c'est autre chose. Mais effectivement, il a fait de la prison pour ça. Et et je crois qu'il y a l'autopsie fait état de 17 coups mortels. Hein. Hop, une dernière question sur le comité d'éthique. Votre comité d'éthique, c'est plutôt un dispositif d'investigation ou plutôt un dispositif de recueil d'informations? Et pourriez-vous justifier du choix et du fonctionnement de ce comité? Merci.
C'est une instance de recours, et donc qui peut avoir des pouvoirs d'investigation si un sujet se pose. Et après, qui publie ses avis et les transmet au conseil de surveillance. Et le président ou la présidente du comité d'éthique, le premier était Daniel Lebègue, qui est au même moment président de Transparency International, qui est une ONG. Et aujourd'hui, c'est Dominique de la Garandrie, qui est une magistrate. Le public n'a plus de questions. Alors, Si, on en a juste une encore ici. Bonjour. On parlait de hiérarchisation de vos unes et de l'importance de ce qui fait vendre. Est-ce que vous pensez avoir traité de la même façon le candidat Macron et la candidate Le Pen avant le premier tour? Et sinon, pourquoi? Non, je pense qu'on a traité, leur campagne de manière identique, c'est-à-dire qu'on y a mis autant de moyens et d'énergie. En revanche, le journal a pris position clairement, mais ça c'est dans les éditos, en disant que qu'on considérait que ce serait une erreur que Marine Le Pen soit élue. Donc, mais pour autant, on n'a pas sous-traité sa campagne. On a considéré que ce soit sa campagne ou les électeurs qui pouvaient être tentés de voter pour elle étaient des sujets d'information. Mais au moment du vote, effectivement, le journal a pris position, je crois entre les deux tours, pour expliquer que la position du journal et les valeurs que défendait le journal ne correspondaient en rien au programme de Marine Le Pen. Plus de questions? Non. Alors, dernière question, on a l'habitude de la poser à nos invités. Donc, vous êtes devant des étudiants de TBS, de jeunes étudiants. Avez-vous un message à faire passer à la jeunesse? À la jeunesse non. Non, mais à des étudiants en école de commerce, moi j'ai plusieurs choses. C'est moi j'ai adoré mes années en école de commerce. Je ne sais pas si c'est pour les études, mais vous êtes peut-être ici très studieux. Bon, mais en tout cas, j'ai adoré ça. Donc profitez-en quand même. La deuxième chose, c'est que je suis parti à l'étranger, à Londres, et que ça m'a permis d'abord de maîtriser une langue que je ne maîtrisais pas, puisque à l'oral d'entrée à HEC, il y a une épreuve de langue. L'anglais était ma première langue, donc on vous écoutait dans des écouteurs 2 fois un texte et après vous étiez interrogé. Je ne sais pas si c'est la même chose ici. Moi j'ai eu 1. Bon, et pour autant après j'ai vécu aux États-Unis, mais ça c'est parce que je suis parti. C'est pas pour les qualités des cours d'anglais à HEC, c'est parce que je suis parti vivre à l'étranger. Et que si vous avez l'occasion de partir, je crois que c'est le cas ici, profitez-en parce que je pense que ça peut changer votre vie. Et troisième chose, j'ai eu de la chance. C'est-à-dire que j'avais une passion, j'en ai fait un métier, mais les études en école de commerce, traditionnellement, vous permettent ça. C'est-à-dire que vous êtes suffisamment polyvalent pour aller... vous avez une formation polyvalente et qui vous permet d'être quand même très opérationnel en entreprise. Ne renoncez pas à choisir des choses qui vous intéressent. Là, j'ai discuté avec 2 étudiants qui, l'un et l'autre, m'ont dit qu'ils voulaient travailler dans la finance. Je suis sûr que vous pouvez être intéressé par d'autres choses que la finance. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Monsieur Dreyfus, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci, Monsieur Dreyfus, pour cette conférence.